Bonsoir, j'aurais vraiment beaucoup aimé être avec vous ce soir pour ce nouveau numéro des Documents de complément. Mais vous me connaissez, j'ai vu de la lumière, alors je suis sorti. Et puis ça fait quelques années maintenant que j'ai décidé de me taire pour éviter peut-être ces phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense. Bonsoir à tous, bienvenue dans Complément d'enquête. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, On aurait adoré que Jean-Jacques soit avec nous ce soir. Oui, je l'appelle Jean-Jacques parce que ça fait des décennies qu'il est présent dans nos vies et dans nos oreilles, si bien qu'on a tous l'impression de le connaître un peu. Mais voilà, la star a décidé de ne plus se raconter au-delà de ses chansons. Ça ne va pas nous empêcher de vous proposer ce soir un document inédit, Goldman confidentiel, quelque chose qui ne vous laissera pas perdu, c'est sûr, entre gris clair et gris foncé. Goldman confidentiel, c'est un film signé Magali Serre pour la Feel Good Company. Dans la banlieue de Londres, loin des lieux branchés ou des ghettos de milliardaires, un petit quartier résidentiel. C'est ici qu'un Français très discret a emménagé il y a 1 an. J'ai une photo de lui. Peut-être vous l'avez vu? Oui, je l'ai déjà vu. Oui. Il a l'air sympathique. Jean-Jacques Goldman. Goldman. Yeah. Okay. And he's Et French. il est français? Yeah. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Jamais. I'll Google Je vais aller him voir now. sur Internet. Ok. Et Jean-Jacques Goldman, vous ne connaissez pas le nom? Non. Oh, c'est au numéro là-bas. Ce numéro-là? Je pense, oui. Je connais Goldman. Vous connaissez le nom? Mais vous savez pas qui c'est. Quelques minutes plus tard, un cycliste. Le voilà, Jean-Jacques Goldman. À 66 ans, le chanteur est désormais à la retraite. Il mène la vie qu'il a toujours souhaitée, celle de Monsieur Tout-le-Monde. Il n'a pas donné d'interview depuis des années. Il habite ici avec sa femme et ses 3 plus jeunes filles. Et ce jour-là, sa porte restera close. En 2016, c'est dans cette agence immobilière qu'il s'est présenté lui-même pour louer sa maison. 150 mètres carrés sur 2 étages, 4 000 € par mois. Rien d'extraordinaire à Londres. Nous n'avions pas réalisé qui il était. Donc nous avons téléphoné à la propriétaire de la maison, elle est française. On lui a dit, nous avons un client, un bon candidat, et on lui a dit son nom. Il y a eu un gros blanc au téléphone. Elle n'y croyait pas, c'est une blague, elle criait. Je lui ai dit, mais vous le connaissez? Elle a dit, mais tout le monde le connaît. Chez nous, il est très célèbre. À Londres, c'est un anonyme, en tenue de sport, au quotidien très banal. Mais en France, Jean-Jacques Goldman, c'est 28 millions d'albums vendus en 40 ans de carrière. C'est un type, vous le croisez dans la rue, vous pouvez pas vous imaginer qu'il est à la tête d'une entreprise aussi monumentale que l'entreprise Goldman. Ses tubes passent près de 600 fois par jour à la radio. Il a écrit pour les plus grands. Jean-Jacques, son rêve, c'était d'écrire des chansons, faire du studio, et surtout, ne pas être l'artiste qui porte les chansons. Pour lui, la consécration, c'était que les autres chantent ses chansons. C'est le paradoxe Goldman. Il voulait rester dans l'ombre et s'est retrouvé sous les projecteurs. Un ambitieux, mal à l'aise avec le succès. Jean-Jacques Goldman, c'est un personnage très complexe, sans doute très torturé. Il a un rapport complexe avec le succès, sans doute avec l'argent. Goldman, c'est aussi une formidable réussite financière. Vente de disques, concerts, droits d'auteur. Il aurait gagné plusieurs dizaines de millions d'euros, épaulé par son frère, Robert. Ils avaient formé un binôme très intelligent, comme on dit, le gentil flic et le méchant flic. Jean-Jacques était le gentil et Robert était craint. Quand Robert arrivait chez CBS, tout le monde avait le petit doigt sur la couture du pantalon. Goldman, la personnalité préférée des Français pendant 6 ans.
Sous ses airs de chanteur simple et réservé, il est aussi un fin stratège. Tout est calculé. Tout est bien calculé. Tout ce qu'il fait, il l'a sérieusement pesé, il sait ce qu'il va faire. Pour percer le mystère Goldman, nous l'avons contacté dès le début de notre enquête. Il nous a répondu dans un long courriel dans lequel il revient sur sa vie, sa famille, sa carrière. Pour lui, les interviews, c'est terminé. Après 40 ans d'activité et de vie publique, je souhaite simplement vivre une retraite tranquille. Je ne suis pas sérieux et ne pense pas avoir un intérêt autre que musical. Depuis ses débuts, l'argument n'a pas varié. Le chanteur affirme ne pas être intéressant. Il se présente comme un simple artisan. Moi, je fais un métier qui est de faire des chansons, d'essayer de faire danser les gens, enfin, comme ça a toujours été fait, que ce soit les troubadours ou ensuite à l'opéra, enfin bon, et maintenant en faisant de la chansonnette dans les radios. Et c'est une fonction qui a toujours existé, et comme il y en a qui sont boulangers, comme il y en a qui sont écrivains, comme il y en a qui sont sculpteurs, comme il y en a qui sont bouchers. Et j'ai pas l'impression d'être par essence différent d'eux, sinon par ma fonction, quoi. Goldman n'aime pas parler de lui. Il autorise en revanche certains de ses fidèles à le faire. Michael Jones est un peu l'ambassadeur du chanteur. Ils se connaissent depuis 40 ans. Pas un soir sans reprendre ses tubes. Toute une carrière aux côtés de l'artiste. J'ai trop de bons souvenirs avec ce mec pour ne pas pouvoir en parler. Les seules choses qui m'importent, c'est de ne pas le trahir. Souvent, des gens me demandent « Alors, il est comment, Jean-Jacques ?» Et je dis « Oui, il est normal. C'est un être normal. Sauf qu'il y a ce truc en plus qui fait que c'est un artiste exceptionnel. » L'histoire de cet homme si normal débute à Montrouge. C'est dans cette ancienne ville ouvrière de la banlieue parisienne que ses parents se sont installés au début des années 50. Dans cet immeuble, Alter et Ruth Goldman vivent avec leurs 3 enfants. Evelyne, l'aînée, Jean-Jacques et Robert. Il y a aussi Pierre, né du premier mariage d'Alter Goldman. Dominique Proust est un ami de jeunesse du chanteur. Il se souvient de cette famille de commerçants qui tenait ici même un magasin de sport, aujourd'hui disparu. Jean-Jacques, il travaillait régulièrement, oui, il aidait ses parents et pour la vente des espadrilles, des tennis, des shorts et des maillots aussi, oui. Entre le magasin et l'école, il y a aussi la musique. Le jeune Jean-Jacques est passionné de guitare. Il y consacre tout son temps libre. C'est dans l'église de son quartier qu'il va rencontrer son premier public. Avec Dominique Proust et d'autres jeunes, ils animent la messe. L'ami d'enfance a conservé de cette époque une relique. C'est l'album des One Mountain Gospels qui a été tiré à 1000 exemplaires. Et j'ai un grand plaisir, c'est que chacun des musiciens, y compris Jean-Jacques, me l'a dédicacé. Ça doit être une de ses premières dédicaces. Les premiers lives de Jean-Jacques Goldman se font donc devant une assemblée très catholique. Pour lui, l'essentiel, c'est de jouer. Il y avait 300 personnes ici qui suivaient l'office, donc on avait l'impression d'être évidemment en show, bien que ça soit pour une messe. Quelque chose qui m'étonnait et qui me fascinait beaucoup, c'était sa capacité à improviser naturellement. Et c'était toujours très bien fait, d'ailleurs, très bien ficelé. Ce talent va être vite remarqué. 24 ans, premier passage télé
dans l'une des plus grandes émissions de variété des années 70. Il a rejoint le groupe Taifong en tant que guitariste, mais aussi chanteur. Le slow Sister Jane se vend à 200 000 exemplaires. Première scène de liesse, et l'artiste timide découvre d'emblée qu'il ne supporte pas le contact avec ses admirateurs. À l'époque, Kan Mai, le créateur du groupe, a recruté le chanteur sur petite annonce. Avant de monter sur scène, il vomissait, hein. Parce qu'il avait tellement le trac qu'il vomissait. Donc la scène pour lui, c'est une obligation. C'est pas, voilà, c'est une nécessité. Et vous voyez des fans à 50 mètres, tout de suite il fait demi-tour et il nous laissait signer les autographes à sa place. Jean-Jacques Goldman a rencontré le succès, mais il n'aime pas la célébrité qui l'accompagne. Cette contradiction va le poursuivre toute sa carrière. Bien, les albums de Taifong. Jean Maresca a été le directeur artistique du groupe. C'est le premier, hein, premier album, avec Sister Jane. Voilà, les photos. Jean-Jacques avec ses petits cheveux courts. Après le succès de Taifong, enfin le début, Sister Jane, tout ça, Jean-Jacques s'est jamais comporté comme une star. Jamais, jamais, jamais. Il continue à travailler dans la boutique de sport de ses parents. C'est pas ça qu'il l'avait. Il s'était pas d'un seul coup dit, ça y est, c'est arrivé, je suis en train de devenir une star. Non, il faisait partie d'un groupe, il était très content du succès, mais il n'y avait pas d'ostentation, il n'y avait pas de côté je me la joue, quoi. C'est pas du tout, il a jamais été comme ça, jamais. Sexe, drogue et rock'n'roll, c'est pas son truc. Alors que dans les années 70, David Bowie, les Bee Gees ou les Sex Pistols osent tout, Jean-Jacques Goldman adopte le style propret. Une cravate, une chemise et le gilet de son mariage. Mais ce gendre idéal a de l'ambition. Il veut écrire et composer pour d'autres. Il se sent à l'étroit chez Taifong. Il nous a rien dit. On a reçu une lettre en disant que voilà, il voulait tenter une carrière solo. Bon, bien sûr, on était tristes, mais bon, on ne pouvait pas l'en empêcher. Goldman se met à écrire beaucoup. Il veut vendre ses textes, ses mélodies. Mais les débuts sont difficiles. On s'est fait jeter de partout, avec des réponses. Je sais plus qui m'a dit ça ressemble à Capdevielle. Qui parle de Capdevielle aujourd'hui. Enfin, j'ai tout entendu. L'artiste a 30 ans et la réussite tarde à venir. Une maison de disques, CBS, finit par lui donner sa chance, à une condition. Il faut qu'il chante. Ce contrat va être un tournant. Nous avons retrouvé l'un de ceux qui ont joué un rôle clé dans son succès. Robert Toutan vit aujourd'hui loin de Paris, retiré parmi ses chats et ses souvenirs. Il n'a pas oublié l'arrivée du jeune artiste timide chez CBS. Il a été l'attaché de presse de la maison de disques pendant 22 ans. Chez CBS, qui est devenu Sony Music, on disait toujours, quand on voulait tester un produit, faisons-le tester à Robert, il a un nez de concierge. Et c'est vrai, j'ai été capable très souvent de dire ça, on peut y aller, ça va marcher. C'était pas toujours du meilleur goût, mais je savais quand ça allait être un succès populaire. Et pour Goldman, j'ai su dès le début que ça marcherait. Sur ce film, tourné à l'occasion de son 60e anniversaire, la preuve que Robert Toutan sait de quoi il parle. Il a lancé les plus grands noms de la chanson française.
Annie Cordy, avec La Bonne du Curé. Ça s'appelle la télévision. Francis Cabrel. Nana Mouskouri. Mais aussi Guy Béard, Lynn Renaud ou Dave. Ce soir-là, des stars du petit écran également. Confirmées ou en devenir. Même le ministre de la Culture a fait le déplacement. Et il y a aussi Jean-Jacques Goldman, lui qui fuit les mondanités. Il doit beaucoup à Robert Toutan. Il lui a décroché sa première télé en solo chez Anne Sinclair. Encore une télé. Je vais la voir, je me rappelle toujours, à la Maison de la Radio, sur le plateau du Studio 101. Et je voulais lui fourguer, entre guillemets, quelques-uns de mes chanteurs, dont Goldman. Et ce jour-là, elle était très angoissée. Robert, j'ai pas le temps, revenez un autre jour. Je lui dis, mais elle me dit, moi, il me faut une chanson pour demain, c'est l'Épiphanie. J'ai le révérend Père Lustiger comme invité. J'ai Poilane pour parler des galettes des rois. Il me faut une chanson qui puisse aller avec. Je lui dis, mais il suffira d'un signe. Me dit Banco. Vous me l'amenez demain. Et en prélude à cette émission, Jean-Jacques Goldman va chanter une chanson qui s'appelle « Il suffira d'un signe ». Le titre lui-même collait bien avec l'émission. Jean-Jacques Goldman. Suffira d'un signe, Vous allez voir le caméraman. J'ai dit un gros plan sur les yeux. Je veux voir à quoi ça ressemble. On a fait un gros plan comme ça. Magique. On a fait la télé, j'ai rassuré Goldman, je lui ai dit, t'as fait une télé formidable. Vous avez fait, on ne s'est jamais tutoyé. Et je suis rentré chez TVS, j'ai dit, on a une star de la télé. Goldman devient très vite numéro 1 des ventes, mais il tient à conserver cette image d'homme ordinaire. Il se fait filmer dans le métro, au milieu de la foule. Il joue déjà la carte anti-star. Quand mon premier album est sorti, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est bien ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous allez avoir comme look? Je les ai regardés un peu atterrés. Alors comme je savais pas quoi faire, je me suis lavé les cheveux pour faire plus propre. Je me suis mis une chemise propre, une cravate parce que quand même la télé... Et puis j'ai appris après, avec stupéfaction, que j'avais un look. Il se moque des médias, mais il en redemande. L'Académie des Neufs avec Jean-Jacques Goldman. Par quelle lettre commence le mot danse? Avec un D. Oui. L'ancien étudiant d'école de commerce a compris qu'il n'a pas le choix. Pour vendre ses disques, il doit courir les plateaux de télévision. Jusqu'au tirage du loto. Je lui ai fait faire pratiquement près de 200 prestations de chanteurs. On a fait la France entière, on a tout fait. Il acceptait tout, il en voulait toujours encore plus. On a l'impression que parfois, il est un peu... ça lui est tombé dessus sans qu'il le veuille. Ah non, ça lui est pas tombé dessus sans qu'il le veuille. Il n'aurait pas fait 200 télévisions. Il aurait arrêté encore d'autres. Je crois pas qu'il y ait compromission à aller en télévision, à partir du moment où on sait ce qu'on y fait et pourquoi on y va. Je crois pas que ce soit le lieu pour y faire une performance artistique, mais ça reste un instrument fantastique de communication rapide avec beaucoup de gens. Au milieu des années 80, la télévision est sous le charme. Mais pour la presse parisienne, c'est une autre affaire. Yves Bigot était critique musical à Libération. Par le public, par les Français, par ses fans, c'est Saint Goldman. Et après, par les journalistes, de manière un peu plus critique, il est considéré comme quelqu'un d'important, mais pas comme quelqu'un de très signifiant. On ne peut pas dire qu'il nous impressionne d'un point de vue rock, parce que la musique qu'il fait, c'est une musique qui est dérivative du son FM américain, qui fait d'ailleurs très très bien. À l'époque, Goldman se fait descendre par la critique.
dans des articles inimaginables aujourd'hui. L'événement du jeudi titre ainsi « Jean-Jacques Goldman est vraiment nul », qualifiant tour à tour sa musique de « savonnette manufacturée », ses spectacles de « haute fidélité dans le médiocre ». La presse rock ne l'aime pas. Le chanteur va alors la défier. Il a une idée folle. Il s'offre une pleine page dans Libération où il compile les critiques les plus violentes. Une voix de castrat endimanchée et des textes souvent mièvres. Le rocker mou, lui pour qui l'essentiel du jeu de scène consiste à conserver les manches de sa veste au-dessus des coudes. Goldman commente ironique. Merci d'avoir jugé par vous-même. S'adressant ainsi à ces millions de fans qui n'ont pas écouté ses critiques. Le divorce est consommé. Le chanteur boude les journalistes et les récompenses. En 1986, la profession lui décerne sa première victoire de la musique. C'est Jean-Jacques Goldman. Et l'artiste ne se déplace pas. Alors il sera représenté par Monsieur Henri de Bodina, président directeur général de CBS. La salle est agacée. Mais il n'est pas là. Non, voilà. Je suis désolé de vous infliger le 3e PDG de la soirée. Face à la profession, il joue les rebelles. Son succès à lui-même. Jean-Jacques Goldman, c'est un personnage très très complexe, sans doute très torturé, très complexe parce que donnant le sentiment d'être complexé, il veut appeler ses albums démodés, minoritaires, non homologués, alors qu'il est tout le contraire, puisqu'il est justement une immense vedette. Donc comme s'il n'était pas à l'aise non plus, ni avec son succès, ni avec sa fortune. Pourquoi cette crispation face à la célébrité? Peut-être parce que son histoire de famille est marquée par un héros très discret. Son père, Alter. Monsieur Alter Goldman. Ce jour-là, dans la banlieue lyonnaise, le père de Jean-Jacques reçoit la Légion d'honneur pour ses actes de résistance durant l'occupation. De la Légion d'honneur. Dans l'assistance, le chanteur est là, incognito. Tenez, le voilà, Jean-Jacques. Il est au milieu de la foule, derrière. Léon Landini était l'un des plus fidèles amis d'Alter Goldman, aujourd'hui décédé. Et lui, vous voyez qu'il est presque contre les arbres, tout à fait derrière. Si tous les regards étaient détournés vers Jean-Jacques, ça amoindrissait, voilà, tout au moins c'est mon sentiment, ça amoindrissait la décoration de son père. Donc, son père était décoré pour ses mérites, il voulait qu'en fonction de ses mérites, ce soit son père et non pas lui. Alter Goldman ne parlait pas de ses faits d'armes à ses fils, Jean-Jacques et Robert, si fiers ce jour-là de la décoration de leur père. Il savait que son père, avait été dans la résistance, mais quand moi je dis, mais ton père a participé à des opérations où ils ont tué des Boches, alors il a appelé les enfants, il dit, venez un peu écouter. Papy, il a tué des Boches. Jean-Jacques ne le savait pas. Nous avons retrouvé le dossier de naturalisation de ce juif polonais émigré en France avant-guerre. Au fil des pages, se dessine un homme travailleur, soucieux de ne pas se faire remarquer. Il n'a pas attiré l'attention de nos services d'un point de vue conduite et moralité, bon pour assimilation. Ce besoin de passer inaperçu va être mis à mal par un événement tragique. Pierre, l'aîné des fils Goldman, se retrouve à la une des journaux. Il est arrêté le 8 avril 1970, soupçonné du meurtre de 2 pharmaciennes lors d'un braquage. La première réaction de son père, c'est un sentiment de colère, de honte,
immédiatement il est persuadé qu'il est coupable du meurtre dont on l'accuse. Et il va falloir évidemment un peu de temps et puis une rencontre en prison à Fresnes avec son fils pour qu'il change d'avis et puis qu'il le soutienne enfin corps et âme. Jean-Jacques Goldman a 19 ans. Lui et sa famille vont subir pendant 10 ans les rebondissements de l'affaire. Pierre Goldman est une figure de l'extrême gauche révolutionnaire. Son arrestation est vécue comme un complot. Il reçoit le soutien de l'intelligentsia de gauche, Régis Debray, le philosophe, et Jean-Paul Sartre, mais aussi l'actrice Simone Signoret. Il incarnait pour beaucoup une forme de pureté révolutionnaire. Il incarnait quelque chose d'innocent de cette époque qui voulait changer le monde. Beaucoup se sont projetés dans cette affaire comme s'il s'agissait d'une nouvelle affaire Dreyfus. Après 2 procès retentissants, le demi-frère du chanteur est acquitté des 2 meurtres. Pour le clan Goldman, à travers la voix du plus jeune fils, Robert, c'est un soulagement. On est heureux, je crois que les gens qui étaient dans la salle ont montré qu'ils retrouvaient une justice. Je sais que pour mon père ça représentait énormément et je crois que pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez pensé quand le président Tabarlet a annoncé ça y est, Goldman est innocent? Vous avez un enfant? Vous avez un enfant? Et ben quand on vous annoncera que votre enfant est normal et qu'il est vivant, ça fera la même impression. Pierre Goldman est innocenté, mais 3 ans plus tard, il est assassiné en pleine rue. Règlement de compte mafieux ou assassinat politique, le meurtre ne sera jamais élucidé. En studio, Jean-Jacques n'est pas venu. Et Jean Maresca nous a dit son frère vient de se faire assassiner. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Mais moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais même pas son histoire. La gauche bat le pavé en hommage à cet homme devenu une icône. Au milieu de l'immense cortège, une seule photo du chanteur. Il se tient derrière les siens. Pendant toutes ces années, il n'a jamais parlé de Pierre à ses amis. Il n'en parlait jamais. Et personne n'en parlait dans le groupe, de toute façon. Il y avait un silence total là-dessus. Dans le courriel qu'il nous a adressé, Jean-Jacques Goldman aborde lui-même le sujet et l'évacue froidement. J'ai très peu côtoyé mon frère Pierre, 7 ans de plus que moi. Et ni sa personnalité ni son parcours ne m'ont particulièrement marqué. Comment imaginer que ce demi-frère révolté, mort pour le grand soir, n'ait pas influencé Jean-Jacques Goldman dans son rapport à la politique? L'artiste ne supporte pas les idéologues et les donneurs de leçons. Il croit à l'action, au concret, comme les Restos du Cœur. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Voilà l'un des rares moments de colère de Jean-Jacques Goldman à la télévision. Face au chanteur pragmatique, le cinéaste et ancien trotskiste Romain Goupil. Je trouve que le fait que les gens aient pas à manger, c'est un vrai problème politique. Je suis contre ce rôle limité des Restos du Cœur qui donne simplement un alibi et bonne conscience. Ça ne donne pas un alibi et une bonne conscience, ça donne à bouffer à des gens qui n'en ont pas, c'est tout. Alors, j'ai une question à poser. Là, les gens, ils sont là, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de quoi bouffer. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai d'autres questions à te poser. Il y a 25 millions d'enfants qui meurent parce qu'ils sont pas vaccinés contre la rougeole. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je réponds, je fais rien. Voilà. Donc là, il y a un pays qui s'appelle la France, parce que je vais pas avoir la prétention de m'occuper du sort de l'humanité. Mais là, on est là, c'est à côté de nous, c'est un voisin, c'est des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On attend le grand soir. On attend le grand soir. À part un bref soutien à Michel Rocard, en 40 ans de carrière, Jean-Jacques Goldman s'est toujours tenu à distance des politiques. Allergique, au point de faire l'objet d'études.
Pierre-François Jean est un spécialiste de la communication. Avant de travailler dans ce grand cabinet, il a consacré son mémoire de master à Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, il croit en l'engagement des gens, en l'engagement de la société civile, au fait de pouvoir porter des valeurs, mais il n'a jamais cru ni dans les médias, ni dans la politique, pour faire bouger les choses. Donc lui, il fait bouger les choses à son niveau, en écrivant des chansons, en véhiculant un certain nombre de valeurs, en s'engageant dans les enfoirés et dans les restos du cœur, mais toujours à son niveau, avec une forme de distance sur les choses et avec un refus permanent, effectivement, d'être dans le commentaire de la vie publique. Dans le courriel qu'il nous a envoyé, le chanteur prend d'ailleurs soin de préciser. Malheureusement, il n'y a pas de pensée, ni de parole Goldman. Mes chansons ne sont pas des manifestes, ce sont des distractions. Cette posture plaît aux Français. En solo ou en groupe, ses albums se vendent à des millions d'exemplaires. Dans les années 90, il adopte une nouvelle stratégie. Il s'efface. Il a acquis cette notoriété, il est connu, ses chansons sont appréciées et il va commencer à refuser de participer à certaines émissions et à davantage les sélectionner et faire juste le nécessaire pour assurer la promotion de ses albums. Il sait que ça ne lui apporte rien, ni au niveau des ventes, ni au niveau de la notoriété, ni au niveau des places de concert, d'être en une du JDD ou de faire le journal de TF1. Donc pourquoi est-ce qu'il le ferait? Il pense beaucoup, il réfléchit beaucoup. Tout est calculé. Tout est bien calculé. Tout ce qu'il fait, il l'a sérieusement pesé, il sait ce qu'il va faire. La star veut tout contrôler, au niveau artistique comme au niveau financier. Une chanson, Goldman, on dit ça, c'est Goldman. Jean-Jacques Goldman a choisi un homme de confiance pour gérer ses affaires. Son frère cadet, Robert. Il n'existe que de rares images de lui, comme ce plan furtif tourné lors d'une émission musicale. À eux deux, les frères Goldman imposent leurs règles sur la place de Paris. Il y avait une séparation parfaite des pouvoirs entre les deux. Je n'ai jamais parlé d'artistique avec Robert et je n'ai jamais parlé de business, d'argent avec Jean-Jacques. Ils avaient formé un binôme très intelligent, comme on dit, le gentil flic et le méchant flic. Jean-Jacques était le gentil, l'artiste, et Robert était celui qui derrière mettait les barrières, et cernait les affaires, et Robert était craint. Quand Robert arrivait chez CBS, tout le monde avait le petit doigt sur la couture du pantalon. Robert, c'est pas Jean-Jacques. Robert, il était beaucoup plus dur, plus renfermé, mais c'était pas quelqu'un de désagréable, mais c'était quelqu'un de dur, dur en négociation. Voilà, c'était vraiment le business avec Robert. Le duo gère ses affaires à Montrouge, la ville de leur enfance. La société principale, JRG, est même située à quelques mètres de l'ancien magasin de sport familial, dans un modeste immeuble. C'est une toute petite structure. Ils sont 4. Le cœur de l'empire, entre guillemets, Goldman, ils sont 4. C'est-à-dire Jean-Jacques, Robert, un garçon qui travaille avec eux et une assistante secrétaire, c'est tout. Dans des bureaux à Montrouge. La réussite de ce tandem, elle repose aussi sur une certaine simplicité, finalement. Une simplicité qu'ils n'ont jamais perdue, une simplicité de bon sens, la simplicité des gens, de ces deux frères qui ont appris très tôt à gérer un petit commerce. La valeur travail a toujours été très importante chez les Goldman. Sauf que ce petit commerce pèserait plusieurs dizaines de millions d'euros, selon les spécialistes de l'industrie musicale. C'est quoi le rythme? Je vais en faire encore un comme ça. Ouais, d'accord. Car sur chaque disque vendu, Jean-Jacques Goldman perçoit un pourcentage. Ce sont les royautés. Avec son frère, l'auteur, compositeur et interprète aurait négocié l'un des meilleurs contrats dans le milieu.
Moi, je me suis laissé dire que les royautés que touchait Jean-Jacques sur les ventes de disques étaient les plus élevées que ce que touchait n'importe quel artiste français. Parce que quand on veut garder quelqu'un, il faut y mettre le prix. On est dans du 30-35% apparemment. J'ai entendu parler de 25-30, ce qui est déjà énorme. Habituellement, c'est 7 ou 8% pour un artiste. Depuis le début de sa carrière solo, Jean-Jacques Goldman aurait vendu 28 millions de disques. Selon nos estimations, il aurait donc perçu une centaine de millions d'euros de royautés. Il a bien négocié ses taux de royalty, mais c'était extrêmement rentable pour la maison de disques. La maison de disques, vous savez, la maison de disques, elle gagne de l'argent avec quelques gros vendeurs et elle perd de l'argent avec tous les autres. Perdre Goldman, ça aurait été une grosse perte alors, j'imagine. Perdre de Goldman, ça aurait été une catastrophe absolue pour nous. Goldman vend beaucoup de disques, mais ce n'est qu'une partie de ses revenus. À chaque passage de ses morceaux à la radio, à la télévision, il touche encore de l'argent, des droits d'auteur. Et du Goldman, il y en a beaucoup sur les ondes. RFM, par exemple, diffuse en moyenne 10 titres du chanteur par jour, soit plus de 3600 par an. À chaque fois, la radio verserait 11 € de droits d'auteur, 40 000 € par an, juste pour RFM. En France, il existe près de 900 radios. Et ce n'est qu'un début. Ces droits d'auteur, il les touche aussi pour les 200 chansons écrites pour d'autres. Un album pour Johnny Hallyday. Une victoire de la musique pour Khaled. Un carton pour Patricia Cass. Et pour Gérald de Palmas. Et surtout, il y a Céline Dion, dont il a fait une star internationale. Leur premier disque deviendra l'album de chansons francophones le plus vendu de l'histoire. Je reviens sur le souffle ou je continue? Là, bien dans le souffle, c'est là où la rythmique part. En 2013, c'est au tour de son fils, Michael Goldman, d'entrer dans la boucle. Il a créé son label de musique et sort 2 albums de reprises. Génération Goldman. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. Ils sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Un sacré coup de pouce de son père pour sa petite société. Et encore des revenus pour Jean-Jacques. Mais à combien s'élèvent donc tous ces droits d'auteur? C'est la SACEM, la Société des auteurs et compositeurs, qui les gère. Nous avons contacté l'organisme pour connaître les montants qui lui sont versés. La seule personne à qui vous pouvez demander ça, c'est Jean-Jacques Goldman lui-même. D'accord. On n'est pas, nous, habilités de vous donner des ordres d'idées, ce genre de choses-là. C'est comme si quelqu'un vous donnait votre salaire, si vous voulez. On n'est pas habilité à le faire du tout. La somme est confidentielle, mais des estimations circulent chez les professionnels. C'est colossal, ça. Il a dépassé, jusqu'il y a quelques années, je crois que le plus gros, ce qu'on appelle le plus gros toucheur de la SACEM, c'était Ravel, avec le Boléro. Et par les diffusions en entier, tout ça. Et il y a eu une année où Jean-Jacques a dépassé Ravel. C'est vous dire. Ravel rapportait chaque année 2 millions d'euros à ses héritiers. La machine à tube Goldman fonctionne à plein régime. Quitte parfois à se répéter un peu. Dans un cabaret au centre de Paris, un musicien et humoriste va nous décrypter la mécanique Goldman. Serge Liado repère depuis des années les chansons qui se ressemblent. Il est devenu la bête noire des compositeurs en manque d'imagination.
Comme ce morceau d'Yves Duteil, repris par La Chenille. Tous les grands artistes se répètent à un moment de leur carrière. Jean-Jacques Goldman ne déroge pas à cette règle. Il y a 4 accords qui marchent partout, qui sont devenus un tube incontournable. Et Goldman les a utilisés au moins 2 fois. Les accords, alors c'est 4 accords tout simplement, et c'est ça. Donc les premiers sont les premiers seront les derniers dans notre réalité. Et comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Mêmes accords, et comme souvent, les mêmes accords finissent par générer à peu près les mêmes mélodies. Si on met le rythme un peu reggae dans Femme libérée, elle est abonnée à Marie-Claire. D'un nouvel offre, celle de liqueur était chère. Et puis on retrouve ça chez Eagle Eye Cherry, et pratiquement dans 5 ou 6 chansons de Christophe Maé. C'est vous dire si quand même ça rapporte. Mais Goldman, voilà, c'est une grosse machine. À une époque, c'était une grosse machine à tube. On ne peut pas produire indéfiniment sans qu'il y ait de temps en temps des ressemblances, du recyclage. Serge Liado s'est aussi penché sur le frère, Robert Goldman. Lui aussi compose. Il signe sous plusieurs pseudonymes. Il aurait recyclé une même mélodie pour au moins 2 chanteuses. Sous le nom de J. Kapler, il signe une chanson paroles et musique pour Tina Arena, qui s'appelle Aller plus haut, qui est une chanson qui est devenue un tube. 1 an plus tard, cette même Tina Arena prend l'avion, et dans l'avion, elle entend chanter Isabelle Boulay, la chanson s'intitulait Parle-moi. Et là, elle et son compagnon sont assez choqués parce qu'ils n'ont pas du zinc vissé sur les oreilles, et ils se rendent bien compte que c'est très proche. Démonstration avec Tina Arena. Puis Isabelle Boulay. Regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Parle-moi, parle-moi, je ne sais plus pourquoi coucher de l'avenir, pourquoi tu es. Faire de la musique populaire, il faut que les mélodies soient simples à retenir, donc elles s'enchaînent, elles coulent de source, et à force de faire des choses simples pour l'oreille du public, on finit toujours par se couper, par se recouper d'un chanteur à l'autre, et même à l'intérieur d'un même répertoire. Quand même, ce qu'on préfère, c'est quand il y a juste une chanson et puis qu'on chante ensemble, même si c'est pour se dire au revoir. Après tant d'années à écrire des tubes, il n'est pas facile de se renouveler. Puisque l'on regarde. En 2002, il choisit d'arrêter sa carrière de chanteur. En pleine gloire. Ce sont les images de sa dernière tournée. À l'époque, ni son public, ni même ses musiciens ne sont au courant de sa décision. Personnellement, je n'ai pas été choqué. Parce que moi, j'avais travaillé sur l'album, j'avais écouté les chansons. Et il y avait comme une petite air de « c'est la dernière » dans cet album. Et évidemment, quand il a annoncé qu'il arrêtait, ben oui, c'était devenu une évidence. Fini Paris, les albums, les tournées. Jean-Jacques Goldman change de vie. Il s'installe à côté de Marseille, dans la petite ville de Plan-de-Cuc. Sa seconde femme est originaire de la région. Le millionnaire partage un 4 pièces au dernier étage de ce petit immeuble, très quelconque.
Une existence paisible que ses voisins protègent. Il y avait beaucoup de groupies qui voulaient le voir et bon, quand ça sonnait, on dit oh non, on ne sait pas où il habite, or il est parti, etc. Ah bon, il y avait des fans qui venaient? Oui, qui mettaient des cassettes dans la boîte aux lettres pour l'espoir d'être sélectionnés. Mais dites-moi, il y a des gens qui attendaient en bas parfois ou Oui, des jeunes, oui. Enfin, des jeunes et des moins jeunes. Dans le centre de la bourgade, les habitants croisent régulièrement Jean-Jacques Goldman, alors père de 2 petites filles. Vous avez vu Jean-Jacques Goldman passer tous les jours Pratiquement tous les jours, là, oui. Donc, il habite un peu plus bas, dans une résidence. Donc, et l'école est en face, là. Donc, tous les jours, il passait ici avec sa poussette et puis sa tenue traditionnelle. Donc, gros short bleu, t-shirt gris, sandales et la casquette. Tout ça. Pas quelqu'un qui avait un aspect Absolument pas, toujours très simple, décontracté. Il voulait vivre normalement. Son vœu est exaucé. Au club de tennis local, il vient incognito. Mais l'un des professeurs du club se souvient de son style particulier. Quand il frappe la balle, il se cambre et il part en arrière. Il a la tête qui part en arrière, c'est assez impressionnant. Et je me dis, ce gars-là, il va se faire très mal. Il suffit qu'il reste droit, mais quand il frappe, il part en arrière. Il y a tout qui part en arrière, la raquette, le dos. Et ça m'a choqué. Je ne savais pas que c'était lui à ce moment-là. Le lendemain, M. Goldman, c'est très sympa de voir jouer. Hein. Mais juste, faites une chose, faites attention à votre dos si vous voulez durer. Il faut tenir droit quand vous frappez la balle. À part ce jeu inimitable, rien à signaler. Au grand désespoir des paparazzi. Pendant des années, les journalistes de Voici ont cherché la faille, scruté sa vie dans le sud de la France. Rien. On a retrouvé 2, 3, 4 couvertures de Voici sur les 10, 15 dernières années, donc c'est très très peu. Mais il a pas un mode de vie, extravagant. Il change pas de compagne tous les 6 mois. Il n'a pas une horde de fans qui le suivent en permanence. Voilà, c'est quelqu'un qui est très rangé, qui est très calme. Chaque fois qu'on le voit, voilà, il fait ses courses dans un grand magasin de meubles suédois. Voilà, c'est ça Jean-Jacques Goldman. Donc pour nous, si vous voulez, c'est pas vraiment un people hyper suivi pour toutes ces raisons-là. À vivre retiré de la scène, fuyant la notoriété, Jean-Jacques Goldman aurait pu se faire oublier. C'est en fait tout le contraire qui se produit. Jean-Jacques Goldman réalise une prouesse, c'est qu'il a réussi à rentrer dans le monde médiatique au début de sa carrière, mais surtout il a réussi à en sortir, à créer le marketing de la rareté, puis aujourd'hui une espèce de survivance médiatique malgré son absence. C'est là qu'est le coup de force de Jean-Jacques Goldman. Si on n'a pas de notoriété et qu'on se met en absence médiatique, on tombe dans l'oubli. Jean-Jacques Goldman, il ne tombe pas dans l'oubli, il tombe dans l'absence, il tombe dans le manque. C'est quelqu'un qui nous manque, qui manque à son public et qui manque aussi aux médias. La seule occasion de le voir, c'est le concert des Enfoirés. Il est resté fidèle à ce grand show qu'il a façonné. Pour ses fans, c'est devenu un rituel. C'est ce que constate Laurie, qui a participé 16 fois au spectacle. Il y a beaucoup de gens qui viennent au concert des Enfoirés pour voir Jean-Jacques. Voilà. Parce que Jean-Jacques ne fait plus de concerts depuis des années. Et donc la seule façon de le voir sur scène, c'était pendant les Enfoirés. Et donc il y a énormément de gens qui viennent dans le public et qui, entre chaque chanson, parfois on entendait « Jean-Jacques, une chanson, Jean-Jacques, une chanson ». Donc il était très gêné, il était derrière dans les coulisses et il était très gêné à chaque fois d'entendre ça, quoi. En 2013, entre 2 tableaux des Enfoirés, l'artiste joue l'un de ses morceaux, Famille. Très vite repris par toute la salle. Un moment de communion, filmé par un de ses fans.
La vidéo recueille plus de 600 000 vues. Jean-Jacques Goldman, c'est l'absent le plus présent de France. Hein. Ce silence, justement, le fait qu'il soit en dehors des codes traditionnels et qu'il ait toujours su cultiver sa différence par rapport justement au piège de la célébrité ou du statut des gens célèbres, ça a toujours forcé le respect. Le règne de l'idole va pourtant être entaché. Sa dernière chanson pour les Enfoirés se retrouve sous le feu des critiques. Les artistes appellent les jeunes à se bouger. Les réseaux sociaux se déchaînent. Ringardes, passéistes, réactionnaires. J'ai toujours détesté les Enfoirés. Leur dernier clip est un monument de vulgarité et de haine des jeunes. Au secours, Michel. Écoutez les paroles, on est presque sur les traces du FN. Ça promet. Et les Enfoirés se voient décerner le prix de la chanson anti-jeune de l'année. Bravo les gars, #Alu. Jean-Jacques Goldman contre-attaque habilement. Il sollicite Éric et Quentin, 2 humoristes coqueluches des adolescents. Avec eux, il réalise une fausse interview. En fait, un sketch écrit à l'avance. Vous vous rendez pas compte que c'est réac? Non, franchement, je m'en rendais pas compte, non. Bah voilà, le principe d'un réac, c'est de pas se rendre compte qu'il est réac. Un classique. Ah bon? Ouais, et dire aux jeunes de se bouger, c'est pas réac, ça? Mais mon père, il me disait des fois, bouge-toi. Votre père était réac? Papa était réac. Ouais. Bonjour Quentin. Bien, et fou. Ça va? Ça va? Il est content. Voilà. Vous êtes apparemment les derniers à avoir interviewé Jean-Jacques Goldman. Sachant qu'on n'est pas journaliste. En plus. On est les derniers à l'avoir interviewé. Imaginez. Il a pas imposé quoi que ce soit. Ah non. Non, il était cool. Non. Lui, il voulait juste... en gros, son message, c'était c'est juste une chanson. Effectivement, elle est peut-être ratée, elle est peut-être loupée, mais bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès. Mais ce qui était plutôt agréable d'ailleurs pour nous, parce que nous on y allait aussi dans l'idée de faire un sketch. L'idée c'est de faire. Nous on était contents parce que ça nous donnait l'occasion de faire un sketch qui était drôle avec Jean-Jacques Goldman. Bon, en tout cas, merci. Hein. Et puis bonne journée. Au revoir, monsieur Goldman. Au revoir. Comme d'habitude, il a réagi de manière absolument bluffante à Canal+, en allant au bon endroit, le petit journal, et avec l'humour qu'il a, absolument formidable, et où il a complètement dégonflé le truc, il a mis les rieurs de son côté, et il s'est formidablement sorti de cette histoire à son avantage. Après, est-ce que ça a joué dans sa décision d'arrêter justement de participer lui-même directement et physiquement aux Enfoirés? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Parce que peut-être ça l'a simplement interpellé sur le fait que ça faisait longtemps et qu'il commençait à plus être en perdreau de l'année. Jean-Jacques Goldman quitte les Enfoirés et l'annonce dans un simple communiqué. Je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission. L'artiste tire sa révérence sur la pointe des pieds. Depuis Londres, il a fait passer le message à ses proches. Cette retraite est définitive. Il ne remontera pas sur scène. Il préfère sa nouvelle vie d'anonyme, incognito avec ses filles. L'idole d'une génération a réussi son pari, accéder au rang de monument de la chanson française, puis redevenir un homme banal. Goldman confidentiel, un film de Magali Serre, Johan Cart et Mathieu Lair. Alors la retraite est définitive, nous dit-on, c'est bien triste, mais ça ne va pas nous empêcher d'essayer de prolonger un peu le plaisir avec vous, Adèle Van Redde. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Vous êtes philosophe, les auditeurs de France Culture vous écoutent tous les matins sur les coups de 10h. Et là, ils doivent quand même se demander ce que vous faites là, Adèle Van Redde. Est-ce qu'on peut être philosophe et goldmanophile? C'est un peu mon coming out. Je sais que je vais avoir des retours, mais oui, on peut l'être. Il faut
Arrêtez de penser que tous les philosophes sont des snobs dans leur tour d'ivoire qui n'écoutent jamais de musique et que de la musique classique, il y a chez Goldman beaucoup de choses à apprendre. Et moi, il m'a accompagné toute mon enfance, si vous voulez tout savoir. Bon. Dans le sujet qu'on vient de voir, Adèle, on parle de ce paradoxe Goldman. Il voulait rester dans l'ombre et il se retrouve dans la lumière. Il veut disparaître, qu'on ne parle plus de lui et en fait, il crée le manque. On n'a jamais autant parlé de lui. Pourquoi? Comment ça se fait? En fait, je crois qu'il a tout compris. Il a tout compris parce qu'il a compris que pour ne jamais disparaître, il fallait jamais apparaître. En fait, Goldman, on l'entend tout le temps. On entend, le documentaire le disait, ses chansons une dizaine de fois par jour, je crois, en France, sur une seule chaîne de radio. Donc imaginez si vous additionnez toutes les chaînes. Et en fait, on ne le voit pas. Ce qu'il y a on essaye toujours de chercher qui il est, d'essayer de voir où est-ce qu'il se situe, mais on ne le trouve pas. Il est toujours présent et toujours absent. C'est la définition du désir. On désire que ce qui nous manque. Dès qu'il y a du manque, il y a du désir. Eh bien, beaucoup de gens qui ne parlent pas, qu'on ne voit pas et qu'on oublie aussi sec. Oui, très bien, mais lui, il est là tout le temps. Lui, on ne le voit pas, mais on l'entend tout le temps. C'est l'absent omniprésent? C'est ça, c'est-à-dire que d'ailleurs, toutes ces chansons tournent autour de ça, des choses qui sont là, je te donne, mais pas complètement. Je te dis que je t'aime, mais je m'arrête avant de prononcer le mot. Il est toujours en demi-teinte comme ça, ou en demi-ton. Il apparaît en disparaissant en même temps, ce qui fait qu'on a toujours envie de savoir où il est. Je ne suis pas sérieux et ne pense pas avoir un intérêt autre que musical, nous écrit-il dans son mail, Jean-Jacques Goldman. Il dit qu'il n'est pas intéressant. C'est un homme banal, Jean-Jacques Goldman. Je crois que c'est tout l'inverse. Un homme banal n'aurait jamais réussi à mener sa carrière de cette façon. Et on voit bien qu'en fait, tout est absolument construit, prémédité et volontaire. Il n'a pas du tout voulu être en dehors de la lumière. Il a su, quand il fallait, être très présent sous les projecteurs pour ensuite pouvoir se retirer une fois que ses chansons ont pu le remplacer. Je crois que pour réussir à faire ce qu'il fait au niveau des textes de ses chansons, on pourra peut-être y revenir, et de son image, il faut être exceptionnel, vraiment. Et c'est aussi un artiste engagé, il n'y en a pas tant que ça, on le voit dans la séquence avec Romain Goupil, où il s'écharpe un peu sur les restos du cœur. On le sait aussi qu'il manifeste de temps en temps ses rares sorties publiques pour des causes qui lui tiennent à cœur. C'est un artiste engagé, c'est le dernier des artistes engagés, Goldman? Je sais pas avec si son c'est air le toujours de dernier. pas y toucher, quoi. Oui, alors son air de pas y toucher, je pense qu'il est très travaillé aussi. Je pense que là encore, il a tout compris. Attendez, très bien parce que c'est le roi du marketing, Goldman, ou quoi? Ah ben je pense, c'est le meilleur businessman du XXe siècle. Là, vous avez vu la richesse à la tête de laquelle il se trouve, en n'apparaissant jamais. À l'ère d'Instagram, à l'ère des selfies, à l'ère d'Internet où on doit se montrer en permanence, il n'apparaît jamais et il est omniprésent. Et dès qu'il dit un mot, il parle si peu, eh bien tout le monde l'écoute. Donc politiquement, ça a une grande force, effectivement. Le jour où il crée Les Enfoirés, c'est un succès incroyable. Parce qu'enfin, il sera sur le devant de la scène et les gens vont voir Les Enfoirés juste pour le voir apparaître. Il a vraiment tout compris. Il dit aussi dans le mail qu'il nous écrit, malheureusement, il n'y a pas de parole ni de pensée Goldman. Mes chansons ne sont pas des manifestes, mais de simples distractions. C'est vrai ça, ou il y a vraiment quelque chose derrière, selon vous? Ah non, et moi ce qui m'intéresse, c'est voir pourquoi on n'arrive pas à le prendre au sérieux. Pourquoi on veut lui faire dire des choses qu'il ne dit pas. Pourquoi on ne veut pas accepter que ces chansons soient des distractions et qu'on passe notre temps à essayer d'aller à la recherche de l'homme. Alors que ces chansons sont ce qu'elles sont. Elles sont une manière de passer un bon moment pour ceux qui aiment ces textes et cette musique. Après, je pense que dans ces textes, il y a une vision du monde. C'est un auteur. Dans ces textes, il exprime quelque chose. Il exprime une vision du monde qui est assez claire, en fait, qui prend jamais complètement parti. Il s'intéresse à tout le domaine de l'existence où c'est ni tout noir ni tout blanc, entre gris clair et gris foncé. C'est vraiment à ces œuvres là pour le coup. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit de la société d'aujourd'hui, Jean-Jacques Goldman? Vous le disiez, c'est le plus grand businessman du XXe siècle. On est au XXIe. Est-ce qu'il est encore en accord avec le temps actuel? Je crois que sa grande force, c'est de jamais prendre position par rapport à la société. C'est de montrer que peut-être la meilleure façon, la voie la plus rapide et la plus sûre d'être populaire aujourd'hui, c'est en fait de ne pas apparaître visuellement. Et ça, c'est fou. Les Daft Punk l'ont compris à leur façon. C'est-à-dire qu'ils apparaissent, mais derrière un masque. On ne sait pas qui c'est. Ils sont là sans que leur identité soit révélée. Goldman, c'est un peu pareil. On sait qui il est, mais on sait à peine où il habite et on n'arrive pas à en savoir plus. Donc il nous dit, en fait, il fait un pied de nez à notre société visuelle qui fait qu'on croit que sans ça, on disparaît. Or, c'est tout l'inverse. Il reste une question. Qu'est-ce qui restera de Jean-Jacques Goldman? Quand il dit elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons, ou encore quand il chante ça, écoutez. Elle est à côté de moi quand je me réveille. Elle a sûrement un contrat avec mon sommeil. Je ne vous parle. C'est joli, ça reste dans la tête, mais c'est pas sûr que ça inspire les philosophes dans 50 ou 100 ans. Ça, elle est à côté de moi quand je me réveille. Détrompez-vous. Alors oui, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir que dans les textes de Goldman, souvent, c'est des phrases qui sont assez vagues. Et donc auquel on peut toujours s'identifier. C'est le principe de l'horoscope. Vous savez, on vous donne des formules, et comme par hasard, ça correspond exactement à la journée que vous êtes en train de passer. Goldman, c'est ça. Tous ces textes sont à la fois suffisamment précis et suffisamment vagues pour s'adresser à nous
et nous dire quelque chose. Et en fait, là, vous citez quelques phrases, on pourrait en citer d'autres. Hein. Encore un matin pour rien, sans raison ni fin. L'existence, qu'est-ce que c'est sinon une étrange absurdité, hein, juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité, je cite Goldman dans le texte. Il saisit là quelque chose d'assez fort, qui est, oui, l'absurdité totale de l'existence. Beaucoup de ces textes reprennent cette idée-là que les choses n'ont aucun sens, mais à tout prendre, autant essayer de s'amuser. C'est ce qu'il a fait, essayons de faire comme lui. Et ça, c'est un message, pour le coup, ça vaut le coup de l'entendre, non? Et puis il y a d'autres textes, évidemment, qui sont un peu plus profonds. Écoutez Bonne Idée, par exemple. Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés. Ah, vous chantez, hein, je vois. Ah bah oui, quand on écoute Goldman, on est obligé de chanter. Mais là, il dit des choses quand même. Ah bah là, cette chanson, elle est formidable. Il raconte comment il est né de rien. Il ne sait pas si ses parents avaient envie vraiment qu'il soit conçu ou pas. Il raconte vraiment la trajectoire quasiment biologique qui a conduit à sa naissance. Il se dit, finalement, j'ai vu de la lumière, je me suis dit, bonne idée. L'existence n'a aucun sens. Personne nous a demandé vraiment d'être là. Nous, en tout cas, on n'a pas demandé d'être là. Le monde, il n'est pas là pour nous faire plaisir, mais finalement, bonne idée. Il chante ça avec un air assez enjoué, ce qui n'est pas toujours le cas. Une mélodie qui marque les esprits. Il se dit, mais finalement, il y a une manière de voir toute cette absurdité qui est positive. On n'a qu'à en faire une chanson. C'est ça, vous me disiez, est-ce que c'est un homme banal? Mais arriver à chanter les choses les plus banales de notre existence, c'est pas banal du tout. Pourquoi on n'arrive pas à le laisser tranquille, Goldman? Pourquoi on en parle tout le temps? C'est ce que je me dis en voyant le documentaire, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dissocier complètement l'œuvre de l'homme? Écoutons ces chansons, réjouissons-nous, ou on peut en dire du mal si on les aime pas, mais bon, je crois qu'il n'y a plus rien à en dire. On peut aussi accepter qu'en fait, peu importe. On regarde à chaque fois avec le même plaisir. On est toujours déçu quand on rencontre la personne, l'artiste qu'on adore. En fait, on se rend compte qu'on n'a rien à se dire, qu'il est comme nous. On veut pas. La banalité de nos stars nous est insupportable. On dépose sur les stars nos fantasmes les plus fous. On veut qu'ils soient parfaits, qu'ils répondent à tous nos désirs. C'est jamais le cas. Lui, il nous le dit très clairement. Il dit, mes chansons, c'est pas des messages, c'est des distractions. Je vous répondrai pas plus aux questions. Donc... Si Goldman vous invite à dîner, vous y allez pas? Non, je pense pas. D'ailleurs, je pense qu'il a aucune envie. Moi non plus, je préfère écouter ses chansons et en parler avec vous ce soir. Merci en tout cas. Nous, on va mettre quelques musiques de Veillettard pour conclure cette émission. Merci Adèle Van Redde d'être venue ce soir dans Complément d'enquête. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Samuel Humès, Clément Castex, Victor de Rinxin et l'ensemble de la rédaction. Philippe Lallemand et toute son équipe pour la réalisation. On se retrouvera jeudi prochain pour se parler des voleurs de temps, du temps perdu. Et il y a de quoi faire. Très bonne nuit et à jeudi.